Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du Journal de la Rédaction. Nous sommes le mardi 2 novembre 2021, au sommaire ce soir. Le bois sera à l'honneur tout au long de la semaine avec la série de la rédaction. Manon Toiti a choisi de s'intéresser à la filière du bois, de ses acteurs et ses composantes. Et pour ce premier volet, nous prendrons la direction de Bonvillars en Savoie pour aller à la rencontre d'artisans forestiers et de bûcherons. Et puis une autre rencontre plus tard dans ce journal, Lucille Barras est agricultrice à Douvaine, mais elle est aussi boulangère. Grâce aux céréales qu'elle cultive, elle produit de la farine qui lui permet de faire du pain, un circuit court vertueux qui fait le bonheur de ses clients. Je vous le disais en titre, on démarre cette édition avec notre série et cette semaine, Manon Toiti a choisi de s'intéresser à la filière bois en Savoie. Pour ce premier épisode, direction Bonvillars près d'Albertville. Là-bas, forestiers et bûcherons travaillent en étroite collaboration pour faire vivre les forêts à travers le temps. Reportage donc de Manon Toiti. Il est 8 h du matin quand Julien et son équipe se rendent dans la forêt communale de Bonvillars. L'opération d'aujourd'hui est le martelage, il consiste à identifier les arbres à abattre. À l'aide d'un petit marteau et d'une hache, le technicien forestier marque les espèces à couper. Cette action se déroule dans le cadre d'un plan de gestion réfléchi entre les collectivités et l'Office national des forêts. Il y a énormément de critères qui font qu'on enlève un arbre plutôt qu'un autre, mais en fonction des plans de gestion, en fonction de la nature du peuplement forestier, des essences, etc. On élabore une stratégie et quand on a décidé qu'est-ce qu'on faisait sur ce type de peuplement, vers quoi on voulait faire aboutir notre forêt, notre peuplement forestier, on vient à plusieurs, on vient à une équipe et on fait une opération de désignation, donc c'est l'opération d'aujourd'hui. On essaye de prélever les arbres comme la nature l'aurait fait. Au bout d'un moment, les arbres sont gros, ils tombent, et voilà, quoi. On essaye de faire le moins de dégâts possible et de respecter le mieux la nature possible. Les arbres sont enregistrés et identifiés, ce qui facilite le travail des débardeurs. C'est d'ailleurs dans la vallée d'en face que la coupe a lieu aujourd'hui. L'ONF a embauché 2 bûcherons pour couper quelques arbres dans un col du Beaufortin. L'opération est technique car proche de la route, mais aussi en raison du placement des arbres plus difficile d'accès. Déjà dans un premier temps, on va aller sur la zone. On va regarder par quel bois on commence et puis ensuite l'entailler pour le diriger et puis après mettre le câble pour le faire tomber et voilà quoi. Donc là on va abattre des bois qui sont en bordure de route, des bois qui ont été marqués avant par les services de l'ONF et puis voilà, c'est un peu technique parce que ça faut les abattre par câblage. L'opération aura pris l'après-midi pour abattre ces 4 arbres. Les bois étaient arrivés à terme, il fallait donc les retirer pour permettre la régénération des autres espèces. Ces plans de gestion sont organisés sur le long terme. L'objectif n'est pas de déforester, mais de prélever des essences pour permettre à d'autres de mieux se développer. Dans la région, la forêt prend de plus en plus de place au fil des années. On estime que la forêt gagne à peu près en moyenne un terrain de foot par jour. Elle gagne sur les prairies, sur plein de zones. Et en fait, on coupe beaucoup moins de bois que ce que la forêt produit. En fait, si on regarde des photos des années antérieures, des années 50, une grosse partie des basses vallées est en pré. Et aujourd'hui, elles sont colonisées en forêt. Donc la forêt, elle avance parce qu'il y a moins de petits agriculteurs qui entretiennent les bords de pré. Il y a beaucoup de gens aussi qui coupaient pour chauffer au bois, qui coupaient pour faire des maisons, tout ça. Le métier ne portera pas directement ses fruits. Avant de découvrir le nouveau visage des forêts, il faudra attendre quelques dizaines d'années. En attendant, le bois coupé sera déposé sur le bord de la route et récupéré par des grumiers pour l'emmener jusque dans des scieries. Et donc, suite à notre série cette semaine, ce mercredi, à la scierie de Méribel. Farmer, A Way of Life, c'est le nom du court-métrage d'un Savoyard sélectionné aux prochains Oscars dans la catégorie des documentaires. La réalisation s'est distinguée parmi plus de 152 000 productions. Commandé par l'Union européenne, le film met en avant la profession d'agriculteur à travers différentes régions d'Europe. Le court-métrage d'une quinzaine de minutes a été entièrement produit par Gaetano Naccarato, réalisateur originaire du Bourget-du-Lac. On écoute ses premières réactions recueillies par Lucas Ruche. C'est un grand moment, c'est un aboutissement, peu importe maintenant le résultat de la course, c'est déjà quelque chose d'acquis et c'est surtout formidable d'en arriver là. C'est moins de 0,01% de qualifiés aux Oscars. Donc c'est une brindille, c'est un rêve de gosse en fait, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, surtout moi quand je regarde un peu le parcours, c'est énormément de sacrifices, d'acharnement et de se dire, voilà, on vient du Bourget-du-Lac, d'une famille modeste qui n'est pas du tout dans le cinéma, j'ai pas fait d'école de cinéma et en fait, j'ai commencé un peu à toucher à tout et puis au final, c'est là. Donc, ça donne surtout envie de continuer et ça se donne surtout envie encore de se dire, on peut encore peut-être pousser les frontières encore plus loin, les enjeux et les objectifs surtout.
Du grain de blé aux consommateurs. Depuis 14 ans, Lucille Barras fabrique son pain dans sa remise à Douvaine, dans le Chablais. À quelques kilomètres de son local, elle cultive ses propres céréales qui lui permettent de produire sa farine. La formule marche parfaitement car ses fidèles clients se prêtent chaque matin au comptoir juste à côté du four où elle cuit ses différentes variétés de pain au feu de bois. Dégustation en images avec Victoria Lopez. Le geste est précis, énergique, maîtrisé. Mais ne vous méprenez pas, Lucille Barras est avant tout agricultrice. Elle produit son blé sur son exploitation de 9 hectares qu'elle transforme dans son local en farine pour fabriquer son propre pain. On est à Douvaine, dans la zone des Essers. Donc c'est mon lieu, mon siège social d'exploitation où je stocke mon blé que je produis sur la commune de Loisin, parce que mes terrains sont dissociés du siège de mon exploitation. Je fais du pain donc avec ma farine que je cuis au feu de bois. Et je vends directement également à côté de mon four. Du grain au client, Lucille est l'incarnation même du circuit court. Un choix évident pour cette agricultrice pour qui l'autonomie est une valeur incontournable. Pour moi, être agriculteur, c'est nourrir les hommes et donc de cultiver sa terre et d'arriver à transformer le produit, la culture que l'on fait et arriver à nourrir les gens avec. En circuit court, de manière, voilà, pour moi ça a du sens, quoi. Ça donne sens à vraiment, on revient à l'essence même du métier d'agriculteur qui à la base est fait pour nourrir les hommes. Et quelque part, toute l'humanité a besoin des agriculteurs au moins 3 fois par jour pour se nourrir, quoi. Et pour moi, d'être autonome et de montrer aux gens que c'est possible et qu'on peut faire des bons produits en cultivant sa propre terre de manière locale, et ben voilà, ça donne un sens à ma vie qui est pour moi très enrichissant et très épanouissant, quoi. Un modèle couronné de succès puisque dans sa remise à pain, elle a fidélisé depuis 14 ans une clientèle locale qui lui rend bien son amour pour le produit bien fait. Le pain est excellent. C'est du vrai pain de campagne, que des bons produits en plus, de la farine bio. C'est elle qui fait sa farine, elle a son moulin, tout. C'est une charmante personne, une très belle personne. Le pain, il est forcément très très bon, bien sûr. Sinon, on ne reviendrait pas. Puis je pense qu'elle n'a pas de souci pour vendre toute sa fournée chaque jour, donc c'est la preuve qu'il est très très bon. Prochain défi pour Lucille, trouver davantage de terre pour cultiver d'autres céréales et diversifier en toute autonomie sa gamme de produits. Vous ne le savez peut-être pas, mais le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 26 février prochain. Pour l'occasion, la ville d'Annecy recherche 31 agents recenseurs qui seront chargés de collecter l'ensemble des informations et des documents auprès des habitants. Les personnes intéressées ont jusqu'au 16 décembre pour postuler, soit directement sur le site www.annecy.fr, soit par courrier en envoyant leur candidature à la direction des ressources humaines au 10 rue Claude du Chapaz, Cran-Gevrier, 74 960 Annecy. Les informations s'affichent en bas de votre écran. Place à mon invité du jour et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Philippe Carrier. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de Roche Expo. On va commencer avec une question assez simple. Comment le président que vous êtes va après cette longue période compliquée ? Ça va plutôt bien puisqu'on vient de terminer hier soir le salon Mieux Vivre qui s'est très très bien passé. On a eu beaucoup de stress parce que ça faisait déjà... L'année passée, durant tout l'été, on croyait dur comme fer que cette manifestation pourrait se tenir en 2020. Ça a été annulé, traumatisant, parce qu'il y a eu plusieurs annulations tout au long de l'année. Et alors hier, c'était jeudi dernier, quand on a inauguré, c'était la délivrance. On a vu des personnes dans les allées, non seulement qui avaient du sourire, mais corporellement qui avaient envie d'être présents, qui avaient envie d'être là, que ce soit visiteurs ou exposants. Donc on est plutôt rassurés. Et ça s'est très très bien passé, même au niveau sanitaire. On a pu réaliser toutes les entrées avec les vérifications de passe, etc. On a mis en place également la possibilité pour les gens non vaccinés d'avoir des tests antigéniques à l'entrée. Donc voilà, tout s'est déroulé convenablement et c'est vraiment top de pouvoir recommencer. Après 1 an et demi de crise Covid, peut-on dire que Roche Expo a réussi à limiter la casse ? Alors on a réussi à limiter la casse. La première année, la 2020, était plutôt difficile parce qu'on a été stoppé le 3 mars 2020 avec l'arrêt du Cimodec qui était en plein montage, 120 machines montées, nos fournisseurs qui avaient déjà bossé. Donc on a réglé nos fournisseurs à hauteur de 700 000 € et puis remboursé l'intégralité des exposants, ce qui en est un des rares salons professionnels à avoir fait.
Donc ça nous met aussi en bonne position pour recommercialiser ce salon qui se tiendra l'année prochaine du 8 au 11 mars 2022. Alors justement, avant de parler des prochains événements, on va évoquer les futures grosses ambitions de Rochexpo qui sont symbolisées par la nouvelle halle de 9000 m² qui sera inaugurée, si tout va bien, fin janvier 2022. Oui, donc la nouvelle halle, pour l'instant, tout se passe bien, les timings sont respectés, le projet est en route, donc financé, un gros projet, puisque c'est 20 millions d'euros. Ça a été difficile aussi au mois d'avril 2020 d'appuyer sur le bouton, on lance l'appel d'offres avec la commune de La Roche-sur-Foron, donc un projet financé moitié-moitié entre la région, le département et la commune de La Roche à hauteur de 10 millions d'euros et l'association Rochexpo également pour l'autre moitié, donc pour les autres 10 millions. Donc on a appuyé au bon moment. On a la chance d'avoir un parc énorme, donc on a demandé aux entreprises d'approvisionner, qu'on a entendu au mois de septembre que ça allait commencer à se tendre au niveau de l'approvisionnement et de la disponibilité des matières. Donc on a demandé aux entreprises d'approvisionner sur le site, ce qu'ils ont fait. On a réglé également les avances forfaitaires, donc pas de hausse matière, pas de retard, donc tout va bien. Bon, on est dans le second œuvre, donc on a un œil particulier, oui, d'être très attentif à qu'on n'ait pas de retard, parce qu'on a un problème de main-d'œuvre maintenant, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont du boulot par-dessus la tête, et voilà, donc fin janvier, inauguration de la nouvelle halle pour Rochexpo, c'est vraiment super. En quoi, justement, cette nouvelle structure va-t-elle vous permettre de basculer dans une nouvelle ère ? Alors la nouvelle halle va nous permettre de pouvoir accueillir une coactivité sur le parc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'événementiel se déroule sur en gros 6 mois dans l'année, mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre. Et durant, donc l'ambition de Rochexpo, c'est de passer de 50 manifestations aujourd'hui à une centaine d'ici les 5 prochaines années. Donc pour concentrer la totalité de ces événements dans cette fourchette de 6 mois, en gros, il faut organiser une coactivité. Donc la nouvelle halle va permettre une modularité des événements avec des sas d'accueil qui vont permettre de diriger le visiteur sur plusieurs zones, sur plusieurs espaces de convention, d'exposition, de restauration et de réunion. Donc voilà, et puis également on souhaite toucher une population qui ne vient pas ou très difficilement sur le territoire, des grosses conventions d'affaires, conventions expo, où on pourra lier à la fois de la convention avec des gradins modulaires jusqu'à 2000 places, et puis de l'expo et la partie réceptive. Cette première phase de restructuration est en fait la première étape d'un projet plus global de rénovation totale de Rochexpo à l'horizon 2030 ? Alors le projet a été réalisé de façon globale, donc là on a réalisé la moitié de l'opération, de l'investissement. Le projet global est à hauteur de 35 millions d'euros, donc on va se laisser le temps de relancer la machine, de refaire un peu de chiffre d'affaires également, puisque une grosse partie des investissements sont financés par l'association Rochexpo. Donc oui, un projet qui a été conçu de façon cohérente, entre cette nouvelle halle dont on a vraiment besoin, avec un accès direct sur le parking qui se trouve en contrebas, et également le département qui a financé intégralement une voie d'accès directe dans le parc. Donc la deuxième phase sera la partie haute, avec une connexion directe à la ville et rendre un peu les espaces à l'intérieur du parc aussi à la population et sur des espaces publics de qualité. Ça signifie donc que cette nouvelle halle devrait être rapidement rentable pour pouvoir justement financer les futurs travaux. Oui, donc d'ici la fin de l'année, donc ça y est, l'événementiel reprend avec des salons. Ce week-end, nous avons le Congrès des maires avec 3 ministres, dont le Premier ministre, qui sont annoncés. Ensuite, salon du tissu, salon professionnel Stoblis, salon botanique professionnel, salon d'étudiants. Donc ça, c'est pour la fin de l'année. Début d'année, salon de l'apprentissage. Et puis le Cimodec. Et puis le Cimodec du 8 au 11 mars prochain. Avec aujourd'hui des taux d'enregistrement qui sont plutôt satisfaisants, puisqu'on est à peu près dans la bonne fourchette de 60% d'inscription à date. Est-ce que cette nouvelle configuration va s'accompagner de la création de nouveaux emplois ? Oui, bien évidemment, puisque Rochexpo va redévelopper, quand on passe de 50 à 100 événements, bien évidemment que Rochexpo va devoir réinvestir aussi dans ses collaborateurs, dans la formation également, puisque la nouvelle halle va nous obliger aussi à une nouvelle possibilité de domotique, de pilotage. Et donc nos collaborateurs actuellement devront être formés, et puis nous devrons également recruter notamment des forces de vente pour les prochaines années. Pour en revenir au Cimodec, vous l'avez dit en début d'interview, ça a été un gros coup dur en 2020.
Vous l'attendez donc avec beaucoup d'impatience, j'imagine, cette édition 2022 ? Oui, je pense qu'on l'attend, mais je pense que la filière décolletage également l'attend, puisque c'est son salon de niche qui est sur son territoire. C'est un signe fort aussi dans une période qui est quand même difficile au niveau économique pour le décolletage, puisque l'automobile est en difficulté, puisqu'il y a les ruptures de composants, notamment électroniques, et puis l'aéronautique qui repart, mais qui repart doucement. Donc voilà, c'est un salon fort pour marquer aussi une reprise, et puis peut-être balayer ce traumatisme qu'on a tous connu collectivement. Philippe Carrier, une dernière question. Vous êtes président de Roche Expo depuis 2009. Qu'est-ce qui continue à vous motiver tous les jours, là, après 12 ans ? Les projets. Donc un projet tel qu'on l'a monté et calé, et avec toute la composante également de financement, de collaboration entre les services de l'État, la région, le département, la commune de La Roche-sur-Foron, ça c'est motivant. Oui. Et puis quand on voit le résultat, on sait pourquoi c'est motivant. Merci beaucoup Philippe Carrier, Merci. Bonne continuation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à une rediffusion cette semaine de votre émission Panorama, consacrée aux pratiques en haute montagne et à leur législation. Rendez-vous avec Antoine Burdet, le directeur commercial et marketing de la Compagnie du Mont Blanc, pour ce premier épisode. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouveau journal.